Alors le modèle de Hubbard, comme vous savez, c'est ce modèle qui est une espèce de paradigme de la physique des particules quantiques en forte interaction. Et c'est un modèle extrêmement simple dans sa définition, probablement le modèle le plus simple qu'on peut imaginer dans ce domaine. Il joue en quelque sorte, si vous voulez, un rôle analogue au rôle que joue le modèle d'Ising en physique statistique. C'est très rare que le modèle d'Ising soit un modèle réaliste de quoi que ce soit. En revanche, il capte des aspects physiques essentiels des phénomènes qu'on veut retenir, en particulier dans le cas du modèle d'Ising, l'existence de transitions de phase. Le modèle Hubbard, c'est un petit peu pareil. Jusqu'à une date relativement récente, il était rare qu'il constitue une description réaliste d'un matériau particulier, mais on espère que ce modèle est suffisamment simple, mais en même temps suffisamment riche pour prendre en compte et décrire un certain nombre des phénomènes physiques qu'on veut prendre en compte. Alors, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui, la situation a changé depuis une vingtaine d'années, où maintenant le modèle de Hubbard est également réalisable en laboratoire, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer des systèmes artificiels avec des atomes froids et de la lumière qui véritablement réalisent un système dans le laboratoire pour lequel le modèle de Hubbard est une description réaliste. Alors en fait, ce que j'ai dit sur les matériaux, ce n'est pas non plus tout à fait vrai. La situation est un petit peu plus positive que ce que j'ai laissé entendre. Il y a quand même un certain nombre de classes de matériaux, si on revient à la matière condensée, aux électrons dans les solides, pour lesquels le modèle de Hubbard est une très très bonne approximation. Et je vais en parler un peu aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples de matériaux pour lesquels le modèle de Hubbard est une bonne approximation.